Chipolata, chipopolapata, chipopolapoto, chipopolapata. Bonne année! Bonne année! Bonne année! Même si on n'assume pas du tout cette Bonne intro. année. Mesdames année. et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cet épisode 52 de l'école des facs, votre podcast high-tech préféré. Bien entendu. Un an déjà de Patreon. cette émission hebdomadaire. Ah pardon, quand j'entends high-tech, j'ai envie de dire donner au Patreon, j'ai un réflexe. C'est Oh, ça me vient. mon Dieu, ça commence fort. On est bien. 2021, pas pris de bonne donc résolution, année de la bienveillance. Que dalle. Nous sommes une grande famille. Eh bien, faisons d'ailleurs un petit tour de table et des résolutions pour cette année 2021, année du chaos, épisode 2. Bonsoir Audrey, comment vas-tu ? Quelle résolution as-tu prise ? Bonsoir, ça va très bien. Ma résolution, c'est de changer de travail. Comme depuis 3 ans. Ensuite, je pourrais vous faire une chronique mensuelle sur les anecdotes de magasins d'informatique. On attend Mais tout non, ça non, avec c'est ma grande résolution. impatience. Mais ça va très bien. Tu D'accord. pourrais le faire, hein, il y a un podcast sur un web café. Eh bien, Julien, puisque tu prends la parole, comment vas-tu et quelles sont tes bonnes, très bonnes et mauvaises résolutions ? Parce que je sais que tu as dû prendre des mauvaises résolutions aussi. Alors moi, ça va toujours. Surtout que le milieu financier se porte bien. Donc moi, j'aurai une prime cette année, j'ai de la chance. Et en termes de résolution, j'ai pris la résolution, c'est plutôt des résolutions sportives. C'est-à-dire que je vais faire un ultra-marathon de 80 km et un demi-Ironman. Voilà. Et comme chaque année, depuis que je suis en Suisse, je vais me dire que je vais essayer d'apprendre l'allemand. Et puis le 15 janvier, j'aurai foutu ça aux oubliettes. Eh bien, on en reparlera l'année prochaine. Tu nous feras la présentation de... Surtout que tu dois prendre le suisse allemand. C'est pas la... c'est une autre limonade. Emeric, bonsoir, comment vas-tu ? Oui. Bonsoir. Eh bien, ça va bien, ce début d'année 2021. Est-ce que tu as participé à la grosse rave partie en Bretagne avec Grumly cette année ? Non, j'ai de lointaines origines bretonnes, mais c'est tout. Ça s'arrête à la frontière. Ça s'arrête au hic dans ton prénom. C'est ça. Non, pas du tout. Mon prénom n'a rien de breton. T'en as fait une plus confidentielle à Confluence. Oui. Comment tu sais ? Et as-tu pris une ou des résolutions ? Oui, j'ai pris la bonne résolution de ne pas utiliser mon clavier mécanique quand j'enregistre des épisodes de podcast. Et ça, c'est très sympa pour tous les monteurs du monde. On te remercie. J'ai aussi pris la bonne résolution de débrancher le filtre que j'avais mis pour empêcher les parasites du casque qui est branché directement sur le micro. Parce qu'en fait, il coupait pas mal de puissance et donc je n'entendais pas tous les cliquetis que je faisais. Maintenant, je les entends. Voilà. Attendez-vous Une à un résolution. Emeric tout beau, tout propre, Une tout hygiène neuf pour sonore. 2021. Avec Ça va être une courbe extraordinaire. toute lisse. On m'appellera Emeric le lisse. Continuons avec nos deux derniers challengers. Kepra, bonsoir. Comment vas-tu ? Bonjour, bonsoir. Ah, je vais excellemment bien. C'est une merveilleuse année qui arrive. Et est-ce que tu as décidé de changer quelque chose dans ta vie cette année ? Pas du tout. Ma vie est très belle. C'est Je- top. Tu je te laisses ne pas change pousser rien. la moustache ? Pas du tout. Ok. Je laisse pousser et Tout. oui, tout. Et au bout d'un certain moment, je taille. Y a-t-il d'autres Un petit peu de manscaping. questions de mode beauté Non, mais je trouve que tu es plus retrouver, là. poilu que d'habitude. Non, je vais peut-être tenter de faire 1 à 2 jeûnes de 7 jours dans l'année. Waouh. On va voir ça. Entre ça et le marathon, on est gâtés. L'Ironman, s'il te plaît. Il fera les deux en même temps, c'est ça qui est le plus fort. Je ferai un Ironman à jeun. Sans Et eau. pour finir cette intro interminable, Simon, bonsoir. Alors Simon, Bonsoir. 1920 par 1080 ou plus cette année ?
Ah putain, non. On avait réussi à éviter cette blague moisie. Merci. Surtout que j'en ai calé quelques-unes en plus dans mon dossier, donc ça va être bien. Non, ça va plutôt bien. Ma résolution pour cette année, c'est de continuer à livrer mes sujets plus de 24 heures à l'avance, comme nous sommes censés le faire et comme je l'ai fait cette fois-ci. Donc je compte essayer de m'y tenir. Très bien. En fait, très le bien. but, c'est que tu arrives avant l'autre. Rien que ça, c'est une victoire. Voilà. Mais quand avec Kepra, ça va. Bah, normalement, je suis toujours premier sur les chroniques, donc C'est je vrai. t'ai laissé la primeur en tant qu'étranger. Oh. Non mais Et toi, sous X, est-ce que ça va? Et est-ce que tu as pris une bonne résolution? Alors, est-ce que ça va? Un petit rhume, ça doit s'entendre à ma voix, donc je suis désolé d'avoir pris ma voix de crooner pour ce soir. Je pense que demain, je n'arriverai pas à choisir entre suis-je juste un vieux con, suis-je juste plus vieux ou suis-je juste toujours le même. Con. Voilà. Euh, Et est-ce que j'ai pris des résolutions? Non, je n'ai pris aucune résolution, tiens. Et Bah voilà. Bah, merci de nous poser la question, du coup. C'est Bah oui, c'est très sympa. En fait, il veut nous voler les C'est nôtres. sport. Si, j'ai une bonne nouvelle. J'ai demandé une augmentation. C'est la première fois que je demande une augmentation de ma vie. Et on m'a dit, mais oui, bien sûr, tu as bien travaillé. Donc je suis content. C'est généralement mauvais signe quand on te le dit comme ça, c'est que tu te fais avoir depuis le début. Mais, Tout à fait. mais c'est un bon départ. Énergie. Donc, sans plus attendre, ce soir, nos deux chroniqueurs sont à ma gauche Kepra qui va nous parler des tags. Alors oui, Kepra est un artiste urbain dans l'âme. C'est ça. Il vous dressera Appelez-moi Banksy. le portrait de sa face cachée dans un instant. À ma gauche, Simon, lui, va nous parler de devant, de derrière, de choses cachées que vous ne connaissez pas, avec plein de mots obscurs et plein de boîtes à Ça va être outils. bien. On va parler Ça de va être bien. web, de back-end, de front-end, bref, tout un tas de trucs que vous comprendrez à la fin de sa chronique, je l'espère. J'en frétille d'impatience. Kepra, et si tu prenais la parole pour commencer? Who else to be? 4, 5, 6, like they say I can't be fixed. 1, 2, 3, your attention's all I need. 4, 5, 6, don't let it slip. Avec grand plaisir. En 2004, je suis devenu amoureux des tags. Bon, c'est un peu des grands mots, mais quand même. Avouons-le, même si cela doit me mener à la lapidation, peut-être même en direct ici parmi vous ce soir, je ne suis pas du tout de la team Inbox 0, visant à vider autant que possible sa boîte mail, idéalement en mettant dans plein de petits dossiers différents. Je préfère souvent avoir tout au même endroit, retrouvé par recherche ou par filtre, plutôt que de classer dans une destination unique. Qu'il s'agisse de l'objet, du contenu, de l'expéditeur, de la période, chacun ira généralement de son mode de fonctionnement individuel pour catégoriser de l'une ou l'autre des manières, alors que les 3 ou plus pourraient être valides. J'en viens au tag. Avec l'organisation classique de fichiers par répertoire, il faut choisir, donc, comme vous le savez, renoncer. Pour la gestion d'un disque dur, d'un stockage, ça me semble assez logique d'avoir un fonctionnement de base autour des dossiers et éventuellement d'ajouter des tags, mais je ne suis pas convaincu que quand on aborde certains sujets, certaines problématiques, ça soit toujours aussi pertinent. Pour ça, je prendrai l'exemple des photos. En 2004, donc, je découvrais Gmail avec son stockage massif. Souvenez-vous, à l'époque, instant vieillerie de 1 gigaoctet qui était en croissance permanente. Donc, vous voyez sur l'accueil de Gmail le stockage. Bref, c'est un autre sujet, mais c'était de la nostalgie. Mais ils avaient aussi une particularité, c'est qu'ils avaient une gestion atypique de l'organisation des mails qui était par libellé ou tag, plutôt que par des classiques dossiers comme vous pouviez trouver sur votre Hotmail de l'époque. J'ai tout de suite trouvé ça assez naturel et aussi très adapté à l'automatisation que permettait l'outil. Donc on pouvait faire en sorte dès l'époque qu'un mail qui contenait certains mots-clés qui avait pour expéditeur une adresse ou un nom en particulier, on peut lui mettre 2 tags distincts ou lui mettre un tag qui est lié à l'occurrence de ces 2 événements sans se préoccuper d'un espace de destination unique. Donc ça permettait d'y accéder de différentes manières. Le parallèle que je fais avec la photo, ça vient d'un autre service de Google, Picasa,
ou feu Picasa devrais-je dire, Google ayant décidé de tuer ce petit bébé en 2016. Google y proposait un système de tags particulièrement pertinent selon moi pour la photo, qui permettait de dire qu'une photo était associée à la thématique paysage, au contexte de voyage, au mois de juin 2010 et à des personnes X ou Y, sans avoir à se soucier de choisir ce qui était prioritaire comme organisation. Mais voilà, comme toutes les bonnes choses ont une fin, surtout avec Google, RIP, Picasa, Reader, Wave+, etc., Google a décidé de tuer, en même temps que Picasa, les tags pour son service, qui a fini par remplacer Picasa, Google Photos. Et c'était pourtant bien pratique ces tags. Maintenant, lorsque je veux regrouper des photos de différentes manières sur Google Photos, je dois les mettre dans des albums distincts qui... Ils auraient pu gérer les albums à la manière de tag, mais non, ils ont décidé vraiment d'en faire des espaces différents. Et donc, ça génère des duplications des images. Alors, je pense qu'en termes physiques, il n'y a bien qu'une version de l'image, mais toujours est-il que quand on est dans un album, on ne peut pas éditer forcément la photo, il faut la voir dans sa base globale. Les commentaires au sein d'un des albums ne sont pas visibles sur l'autre ou les autres versions de cette photo. Bref, ça fait un joyeux bordel. Et quelque part, je comprends les freins au tag, parce que ils offrent une plus grande flexibilité, donc ça laisse plus de place à l'erreur humaine. Un utilisateur pourrait par exemple une fois taguer paysage au singulier et 2 semaines plus tard revenir dessus sur une autre image et mettre paysage au pluriel, ou simplement faire une faute de frappe, et donc on se retrouve avec une multiplication des tags et une incapacité à s'y retrouver. Et il en va aussi d'un aspect logique et de simplicité de fonctionnement. C'est plus simple de se dire qu'on a un format unique pour dire que c'est l'album photo Noël chez Mamie, même si en 2020, cet exemple n'était sans doute pas le plus courant, que d'avoir à l'esprit différents tags qui pouvaient correspondre à cet événement familial de qualité. Mais je trouve ça quelque part plus simpliste encore que simple, et je trouve dommage que quelque chose qui existait par le passé ne soit pas resté, ne serait-ce qu'en option pour les power users éventuellement qui chercheraient à l'utiliser. Et surtout, face à ces freins, je vois des forces que leur usage pourrait apporter. Par exemple, on parle bien souvent de l'exploitation honteuse des données des utilisateurs, mais ça me plairait quelque part de savoir que les milliards de métadonnées sur les photos, et donc celles aussi saisies par les humains, permettraient de nourrir les intelligences artificielles qui passeraient les mots-clés saisis à la moulinette en analysant le contenu des images pour en tirer des conclusions et extrapoler sur les images ajoutées par la suite au même service. Donc si quelqu'un... Donc après, je suppose que c'est en partie la manière dont il fonctionne, mais là, avec les tags, quelqu'un qui mettrait un vert, qui mettrait certains commentaires, et on se retrouve avec des analyses de les mots-clés qui sont mis par rapport aux images, on réussirait peut-être à en déduire des choses dans les manières dont les utilisateurs structurent leur contenu. C'est d'ailleurs en partie ces fonctionnalités d'intelligence artificielle qui m'ont poussé à rédiger cette chronique. Au-delà du ouin-ouin, évident de c'était mieux avant, je ne vais pas m'en cacher, la capacité de Google Photos et d'autres services, je pense à un autre que j'utilise qui est Amazon Photos, mais je suppose qu'Apple ou d'autres font pareil, à retrouver des photos selon leur sujet. Je ne sais pas si vous avez déjà essayé de trouver des couchers de soleil en tapant coucher de soleil, ou un burger, un chien... C'est généralement assez bon dans le résultat, et quand ça ne l'est pas, on identifie souvent assez facilement ce qui a pu induire la machine en erreur. Bien, ces fonctionnalités-là me laissent espérer qu'on puisse avoir un futur où peut-être qu'on enlèvera définitivement le pouvoir des mains de l'utilisateur de saisir des tags, mais que les intelligences artificielles les utiliseront quelque part un peu plus pour proposer des regroupements de manière proactive, sans attendre qu'il y ait une recherche. Donc pour une photo de données, on pourrait avoir des suggestions avec vos autres photos d'animaux, vos autres photos avec Tata Simone, ce qui est plus ou moins fait actuellement. Quand il réussit bien à identifier la personne, on peut cliquer sur la tête et aller voir les autres photos. Vos photos prises à plus de 1000 km de chez vous. Bref, à l'image de la fonctionnalité qui est la plus classique encore sur les différents services, il y a un an, vous faisiez cela, donc il repère que c'est la même date et il vous propose les photos.
Dans cette chronique, j'ai mis l'accent sur la photo pour concrétiser via mes usages, mais je suis sûr que ça serait applicable à d'autres domaines que vous pourrez peut-être me citer. Mais je pensais au mail, par exemple, ou dans un monde d'intelligence artificielle surdéveloppée, il pourrait y avoir une analyse des contenus du mail, des destinataires, des expéditeurs, pour apporter plus de richesse en suggérant de trouver des mails similaires. En conclusion, je pense qu'aujourd'hui, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'on est resté très bloqué dans un mode de pensée type explorateur de fichiers, avec un point d'entrée par structure hiérarchique de dossiers et sous-dossiers, au détriment de quelque chose qui, certes, mettrait un petit peu de défi sur nos capacités humaines, mais qui serait une ouverture des schémas de structuration. Et vous alors, dossier pour la vie? Ou alors est-ce que vous êtes vous aussi des street artistes qui taguez? Merci beaucoup. Je déteste cette chronique et les tags qui vont avec. Est-ce qu'on commencerait pas par poser la question à nos famous photographes? Et je pointerai Simon en premier, qui lève le doigt. Oui, oui, parce qu'en fait, il y a deux domaines pour lesquels j'ai un affect particulier qui sont concernés par les tags, et ce sont les deux seuls dans lesquels je l'utilise. C'était à l'époque la musique, les MP3. Mm. Les tags, c'était super important quand on avait notre collection de gigas de MP3, de pouvoir dire un album de néo-metal de 1997, bah, tu pouvais faire ta recherche et automatiquement tu te retrouvais avec tous les albums qui étaient sortis cette année-là. Et ça permettait vraiment de te faire des belles thématiques quand tu voulais commencer à te faire une petite playlist, des choses dans ce genre-là. Avec en a les codes passé que tu des pouvais heures, hein. mettre. Ouais, ouais. On en a passé des heures à taguer les métadonnées. Et avec les codes que tu pouvais mettre aux chansons, mettre tes chansons préférées, bah, tu pouvais lui dire toutes les chansons qui ont autant d'étoiles de cette année-là, de ce style de musique. Et Mm. tu pouvais vraiment te refaire des voyages comme ça dans des soirées assez cool. Donc ça, c'est quelque chose que j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup pratiqué pour la musique. Et pour les photos, oui, forcément, les tags, ben, soit on les utilise beaucoup, ne fût-ce que sur Instagram, hein, quand on va commencer à taper tous les hashtags sur nos photos pour essayer de les faire voir par les bonnes personnes, mais aussi dans Lightroom, par exemple, tout ce qui se passe dans le tri dans Lightroom, ben, c'est beaucoup, beaucoup de tags. Moi, j'utilise beaucoup de tags dans Lightroom pour trier mes photos, les retrouver facilement, surtout qu'ils ont tout un système assez cool de collection dynamique où tu vas pouvoir de nouveau choisir en fonction de tel type d'appareil que tu es en train d'utiliser, tel type de photo, ce qu'il va retrouver à l'intérieur, des heures de prise de vue, enfin ce genre de choses. Tu peux vraiment te retrouver avec des collections dynamiques qui sont très très bien foutues. Et l'utilisation de tags, surtout l'identification des personnes, qui fonctionne plutôt bien d'ailleurs dans Lightroom. Et ben pour ça, c'est un très bel outil. Et le dernier point sur lequel je vais revenir, tu parlais d'intelligence artificielle. Par rapport aux tags, et dans les outils que j'utilise, il y a 500px, qui est un petit peu l'équivalent de Flickr, hein, pour mettre toutes tes photos en ligne, faire ta espèce de librairie de photos, que j'utilise moi. Et en fait, il y a une intelligence artificielle derrière pour te proposer des tags quand tu uploads tes photos. C'est assez, assez violent quand même, la précision des tags. Tu vas mettre des photos d'urbex, automatiquement, il va venir te proposer, d'accord, c'est un bâtiment, c'est de l'architecture, mais il va te mettre aussi des tags comme abandonné, abîmé, enfin, tu vois, ce genre de choses. Il va automatiquement détecter la qualité du bâtiment dans lequel tu te trouves. Il va détecter l'âge d'une personne sur la photo. Il va te dire c'est une photo avec une seule personne, c'est une femme, c'est une jeune femme, c'est un enfant. Enfin, toute cette détection va se faire directement et tu vas pouvoir juste choisir des tags qui sont proposés pour chaque photo. Donc il y a déjà des intelligences artificielles, même à ce niveau-là, qui sont mis à notre disposition, pas juste pour faire des recherches, mais même pour nous aider à les encoder. Donc je trouve ça assez impressionnant quand même. Mes petites private joke 500px, est-ce qu'il te suggère de sursaturer un peu ta photo s'il détecte qu'elle ne conviendra pas aux utilisateurs de ce site amateur de couleurs explosives? Non, on n'a jamais rien proposé à ce niveau. Non. Ok, et deuxième photographe so famous s'il en est sur Insta, Emric. Est-ce que tu tags? Ah, il était pas prêt. Ah, moi je tag, je tag comme un ouf malade. Non, je tag pas, j'utilise pas les tags sur Gmail, j'utilise les tags comme des dossiers. J'ai un tag, en gros, j'ai pas plusieurs tags sur un même mail.
Et après, ben ouais, par contre, dans la recherche automatique, enfin les tags automatiques, je trouve ça super. Merci Google de m'espionner et de deviner ce qu'il y a dans mes photos. Ça me permet de rechercher. Mais sinon, en fait, depuis que j'ai découvert Gmail et la fonction de recherche, en fait, j'utilise pas les tags, mais par contre, j'ai abandonné les dossiers. C'est vraiment le truc. Puisque de toute façon, la fonction de recherche est à la limite tout remplacé, quoi. Ultra puissante. Ouais. Voilà. Donc, à mort les dossiers, vive la recherche. Team Emmerich. Ouais. Je fus de l'école, pas du micro d'argent, mais des métadonnées des MP3. Et ça ne te manque pas. Attention, ça me manque pas. attention. Assez- Instant boomer qui veut se remettre à la page. Toujours un petit Vas-y. instant boomer dans chaque podcast où je participe. Mais je crois que donc je me suis fait une belle bibliothèque de MP3 de 2003 à 2012. Et il m'arrivait parfois de passer des journées entières à retaguer dans Ouais. iTunes les MP3 Évidemment. qu'ils soient bien rangés comme il faut. Parce qu'iTunes rangeait après automatiquement dans la bibliothèque tous les MP3. Mhm. Et généralement, quand on téléchargeait des MP3, il y avait peu d'infos, c'était des mauvaises infos. Donc c'était impossible de ne pas avoir le truc le plus carré possible. Et puis, je suis passé sur Mac et j'ai découvert Spotlight. Et en fait, on va dire que sur le côté perso, bon, j'ai on va dire des grands dossiers, genre podcast, admin, etc. Mais je fous tout dedans. Mais le pomme espace pour chercher les trucs, il est ultra puissant. Et au bureau, j'étais encore quand j'avais un métier où je faisais des missions tous les 3 mois, donc j'étais obligé d'avoir des dossiers. Mais par contre, là, dans mon dernier taf, mes mails, je les classe même plus, quoi. En fait, quand c'est lu, je fous tout dans un dossier archive. Et quand j'ai besoin de chercher, je tape dans la barre de recherche, quoi. Je me suis rendu compte qu'en 10 ans d'expérience pro, ça a dû m'arriver genre 2 fois de devoir aller chercher quelque chose ultra précisément dans un dossier, quoi, que je pourrais pas trouver par la fonction recherche. Là, il y a Herculéa Audrey qui est en PLS. Et je disais de te dire, les tags, tout ça, ça sert plus à rien, quoi. Tout est analysé. Je veux dire, j'ai besoin d'une photo de pizza que j'ai prise à Florence. Bah, je tape pizza Florence dans photo sur mon iPhone et il la trouve, quoi. T'es pas d'accord ? Faisons une mini pause le temps que Kepra récupère Internet et Audrey, tu auras le droit d'enchaîner. Après cette coupure pub, j'ai oublié de préciser que j'utilise des tags de couleurs dans mes mails selon le destinataire qui est mon chef. Ça s'illumine en rouge. Voilà, c'est le seul tag que j'ai. Mais Je fais du minimalisme dans mon organisation de mails. est-ce que de mémoire de nous 6, c'est pas toi le daltonien de la bande ? Si. Audrey, Et moi, je le vois rouge. Ça me va. Audrey, je t'en prie, remets-moi en place ce vieux con, ce jeune con. Je suis outrée par ce que j'entends. Parce que moi, je suis team des dossiers, des sous-dossiers, mais dans ma vie perso, hors informatique, comme sur mon ordinateur, comme sur mon téléphone. Et genre, j'ai des étagères de papier avec des pochettes bien rangées, avec des chemises dans les dossiers qui séparent les années, des trucs comme ça. Bah, j'ai pareil sur mon ordinateur, je suis toujours team dossier. Et tout ce que tu racontais, Julien, sur les métadonnées, etc., de tes MP3, moi, je le fais encore, mais pour mes e-books sur Calibre. Pareil. Et je catégorise tout bien et je fais les classements de séries et tout ça pour que tout soit trop beau dans ma bibliothèque. Et je suis heureuse en classant tout. Mais de toute façon, je pense que vous vous doutiez qu'avec mon obsession des petites listes et du bullet journal, j'allais être team dossier. Mais voilà, c'est pas surprenant. Mais clairement, t'entendre dire « Oh non, moi, ma boîte mail... » est tout le temps vide. Si j'ai des mails qui sont sur la page d'accueil, c'est des trucs que j'ai pas traités. Sinon, ils sont instantanément classés dans des dossiers parce que ça Moi aussi, m'insupporte. mais c'est classé dans le même dossier qui s'appelle archive. C'est pas classé si c'est un dossier. Bah si. En fait, si c'est C'est en traité. fait, si c'est traité, hop, archive.
Moi, ça. soit c'est parti par des règles automatiques, soit c'est en effet, enfin comme le disait Emmerich, les recherches sont tellement efficaces pour trouver quand on cherche quelque chose que je vais beaucoup plus vite à retrouver comme ça que aller m'embêter à me dire Bien sûr. alors c'était Ah, un mais je me projet doute. de 2019 sur tel sujet par rapport à telle personne qui me l'en... C'est Non. un enfer. Mais vous avez jamais la satisfaction de cocher la case en mode cette tâche-là, elle est faite, j'ai tout rangé. Bah, j'ai la satisfaction de cocher la case, j'ai rien eu à faire. Ouais, tout à fait. Oui, voilà, c'est bon. ça, c'est encore mieux, oui. Bah Je si, comprends, j'ai la je comprends. satisfaction de glisser le mail. Aussi, voilà, oui. Hop, Dans l'archive. glisser dans l'archive. Alors moi, c'est pas ça, c'est glisser tous les 2-3 mois l'ensemble des mails, C'est hop, dans l'archive. Ah non, moi dans ma inbox, il y a que les mails que je dois encore traiter. C'est le seul truc. Le seul truc que je ne trie pas du tout, c'est les photos. En fait, maintenant, je prends quasiment que des photos Tu sur as mon téléphone. Et j'ai juste tout mon flux de photos et basta. D'accord, bah c'est tout l'inverse. Tout l'inverse, ouais. Tout Exactement. l'inverse, exactement. Mon Lightroom est Bah, classé, si, mais c'est d'une c'est trié beauté. par date. En soi, c'est trié par date et tout, donc... Oui, mais ça me convient pas. Donc en effet, pareil, s'il y a bien un truc où je trie... Mais après, et- vous êtes des vrais photographes. Moi, je prends des petits chats en photo avec mon téléphone, hein, donc... Par contre, tu vois, toutes les photos que j'exporte, dans Lightroom, c'est organisé très proprement avec des dossiers. Mais finalement, quand je les exporte, j'ai un répertoire par année, un répertoire pour le mois. Et puis j'exporte les photos avec la date du jour de prise de vue, avec le nombre d'étoiles que je leur ai attribué. Je mets ensuite l'heure de prise de vue et puis seulement le nom du fichier, ce qui me permet de pouvoir retrier toutes les photos de ce jour-là qui ont 5 étoiles et de pouvoir les avoir quand même dans l'ordre de la prise de vue. Enfin, j'ai mis tout un système en place pour les retrouver le plus rapidement et efficacement possible, quoi. Comment ça, des photos qui ont 5 étoiles? C'est-à-dire qu'il y a un tag sur le tag? Oui, tu mets des tags où tu notes tes photos au Oui, sein de Lightroom. Quand tu fais un shooting de, je sais pas, de 500, 600 photos, bah forcément, il y en a toujours qui te plaisent particulièrement, que tu auras envie de mettre en avant sur Instagram. Tu vas pas tout publier. Bah, tu vas mettre tes propres cotes sur 5 sur les photos et dire Est-ce bah, que tu celle-là, en effaces elle est importante. certaines? Oui, bien sûr, j'en Ou tu y efface gardes toutes? énormément. Non, Ah oui. par exemple, j'ai fait un shooting dimanche de 1800 photos. J'en ai gardé 170, quoi. Oh, c'est Ok. déjà beaucoup. 10% de conserver, Mhm. c'est... Surtout que je tire en rafale, donc tu as beaucoup de déchets, forcément. Ok. C'est pas très gentil pour tes modèles, mais ils le prendront comme ils le veulent. Et toi, sous X? Ils savent. Euh, je pleure encore la mort de Picasa, logiciel que j'ai tellement aimé, qui m'aidait à gérer les doubles surtout. C'était très puissant et ça augurait ce que devient Google Photos aujourd'hui. Par contre, ce système de tag, c'est justement ce qui m'a empêché de me mettre à Gmail pour de vrai. C'est ce qui m'a fait détester les boîtes mail au final. J'ai arrêté de communiquer par mail le jour où ils ont fait Gmail. J'ai jamais réussi à capter le truc. Mais c'est bizarre parce qu'au pire, tu fais comme Emmerich, tu fais un tag, enfin tu gères sans multiplier les tags et tu les gères comme des dossiers. Non, parce que comme vous dites tous, en fait, la recherche intelligente et le classement intelligent est tellement efficace aujourd'hui que je me dis, je vais pas commencer à mettre des tags aujourd'hui alors que dans un an, j'aurai plus rien à faire. Je vois pas l'intérêt. Comme tout ce temps perdu à taguer vos MP3, j'ai essayé 5 minutes et je me suis dit, non, c'est bon, c'est pas grave. La fonction recherche fonctionne très bien. Et puis aujourd'hui, on a Spotify, on n'écoute même plus notre musique en local. Oui. On va la chercher directement sur un service en ligne. Par contre, cette histoire de tag, j'ai l'impression que c'est de cette façon que fonctionne la mémoire de notre cerveau, Mhm. avec une recherche très efficace et non pas par dossier. Oui, comme comment il s'appelle? L'agrégateur de moteurs de recherche qui s'appelait Cartoo, Kartoo, Tout à fait. Oh Ça là me dit rien là. du tout. Ah oui, qui souvenir, groupait souvenir. les résultats de recherche de plein de moteurs de recherche. Oh là, c'est mort Par depuis mots-clés. 10 ans. C'est mort depuis Comme des 11 tags. ans. Comme Copernic.
C'est pas pareil, c'était Et vraiment qui te très les affichait visuel, sous une forme avec de une carte sorte avec de des mind liens. mapping. Voilà. Ah ouais. Comme la mémoire dans le cerveau. Mais c'est tout le problème des tags aussi, hein, c'est que justement, en effet, vu qu'il n'y a pas qu'une manière d'agencer, c'est là où je comprends le frein, c'est que si on laisse cette liberté, une image donnée, enfin si c'est pour rester sur la thématique de la photo, mais ça peut être tout sujet, on peut y attribuer 10, 20 éléments différents. Donc cette liberté-là nécessite quand même une structuration pour se dire, je ne vais pas dépasser 3 tags par élément pour... Oui et non, parce qu'une photo que tu as prise, par exemple, d'un magnifique coucher de soleil pendant tes vacances à Majorque, est-ce que tu vas la mettre dans ton dossier vacances de Majorque ou tu vas la mettre dans ton dossier coucher de soleil, dans ton dossier paysage, tu seras, c'est tu le seras point pas de plus départ. sauvé, quoi. T'es pas Non plus mais sauvé. et c'est là quand même où pour moi ce qui s'apparente à du tagging un peu automatique par les intelligences artificielles simplifie un peu les choses. C'est-à-dire Mhm. que à l'époque, il y a 20 ans, sur ton espace physique, tu continues de classer un peu par date, etc. parce que c'est plus simple. Mais ça, en termes de tag, il n'y a aucun besoin de le faire parce qu'il gère très bien les dates dans les métadonnées par défaut, donc tu n'as pas besoin de le faire. En termes de localisation, que ce soit par le GPS ou même parfois par la reconnaissance visuelle, il va te dire tiens, là t'étais à Majorque à cette période-là, donc il va se dire tout ce qui est sur cette semaine-là, potentiellement il sait que c'est Majorque. Les vacances, il pourrait potentiellement, et c'est là où je dis c'est en allant très loin dans des choses qui déplaisent potentiellement aujourd'hui, mais s'il fait le lien avec ta boîte mail où il voit que tu avais réservé une période des vacances d'une semaine à Majorque, il sait que tu étais a priori à Majorque, donc tu n'as plus besoin de taguer comme ça. Donc finalement, il n'y aurait plus que des aspects de mots. Et les personnes, t'as pas besoin de les taguer non plus, il le fait tout seul. Donc finalement, est-ce que c'est un coucher de soleil? Ça, il est capable de le détecter aussi. Donc tu n'as plus forcément besoin pour des choses qui sont si flagrantes. Donc c'est là où peut-être que ce mix entre les choses automatiques où on n'a plus besoin de le faire et où les intelligences artificielles auto-taguent sans qu'on en ait à s'en préoccuper, font que tu peux te permettre de ne faire que 2 ou 3 tags par élément. Mhm. Et ce tag, pour donner un autre exemple, on le retrouve aussi sur... alors, je ne sais pas si ça va vous parler, mais sur la console Azure de Microsoft. C'est-à-dire qu'on peut créer des infrastructures virtuelles et on peut faire tout un tas de tags aussi pour s'y retrouver. Et ça ressemble aussi beaucoup à ce qu'on fait pour les groupes d'utilisateurs dans l'administration informatique. Et dernière question, après je rends la parole à Kepra. Est-ce qu'on a un équivalent physique analogique de ce que sont les tags? Tu as l'index à la fin d'un livre, l'index dans une bibliothèque qui fonctionne Des pareil. post-it que tu collerais sur l'élément en question plutôt que de mettre l'élément lui-même dans un dossier. Je dirais que c'est un peu ça aussi. Les trieurs. C'est comme un livre de recettes où tu vas retrouver à la fin tous les mots-clés finalement en fonction des ingrédients du type de recette qui vont te mettre le numéro de la page avec la recette qui est associée. Finalement, c'est exactement la même chose du point de vue physique aussi. Donc le tag et le hashtag ne font qu'un au final. Exactement. Mhm. Yep. Kepra, est-ce que tu veux rajouter quelque chose? Pas du tout. Pas du tout. Je suis. Non, c'est juste. Je pensais à ça en effet parce que j'aime bien cette capacité de richesse, de liberté qu'on peut avoir, mais c'est vrai qu'on le voit sur des... Enfin, tout ce qui... Tu fais le lien avec les hashtags, on a parlé d'Instagram, etc., ce qui n'était pas le cœur de ce que je voulais aborder. Moi, c'était plus pour un usage personnel. Et c'est vrai qu'en fait, les hashtags ont été sur les blogs aussi. Il y avait un moment où c'était la grande mode. Et je trouve que cet usage social des hashtags a un peu mené à la disparition sur des services comme du Google Photos de ces tags-là, parce que c'est devenu un élément de gameplay en fait, où c'est tel hashtag il est très populaire, donc tout le monde l'utilise, donc on n'a pas une utilisation
pratique de l'outil, et je pense que ça a mené un petit peu les tags vers la porte de sortie, même si ça a sûrement contribué aussi à nourrir des intelligences artificielles diverses et variées pour aller analyser les contenus et justement nous permettre un jour de nous passer totalement de tout ça, parce que les machines sauront identifier que ce soit un contenu visuel, audio, vidéo, textuel, ce dont il s'agit, et nous faire parler. Voilà. Je crois qu'il y a quelqu'un qui veut s'exprimer. Hein. Je suis pas sûr. Je crois aussi. Vas-y, Julien. Oui, d'ailleurs, les hashtags sur la RS, ça sert à rien, non? Enfin, est-ce que vous cherchez vraiment des choses sur Oui. Instagram Oui. en tapant food? Ouais, pour chercher de je sais l'urbex, pas par quoi. exemple, ça marche bien. Tu cherches urbex, tu vas chercher photos noir et blanc, tu vas chercher les photos chute d'eau. Non, mais toi, tu l'utilises comme ça. Ouais, clairement. Et je fais des, Ok. des recherches. Du coup, tu cliques vraiment sur le hashtag et tu vas avoir toutes les photos sur une thématique qui t'intéresse. Ou un lieu, faire une recherche sur un lieu. Tu vas te retrouver avec toutes les photos qui ont été taguées sur ce lieu-là et avoir des idées de ce que tu pourras y voir et te guider avant de faire une sortie photo, par exemple. C'est super efficace. Ok. C'est marrant parce que c'est une utilisation que je n'ai pas du tout, et aussi bien sur Insta que sur Twitter. Facebook, je crois que Facebook les gère, mais de toute façon, vu que la base des Ouais. posts sont pas publics, c'est un peu inutile. Mais j'en vois pas un intérêt pour mon utilisation. Même sur Pornhub. Alors ça, si. Ça, clairement, catégorie directe. Très bien. Très bien. Eh bien, merci pour ces souvenirs que tu nous as rappelés. Merci pour cet avenir que tu nous as conté, c'est-à-dire la disparition des tags. Donc profitez-en encore, hein, vos petits MP3 tant que vous pouvez. Vos petites photos, mettez... Maintenant, on a Spotify qui fait tout ça pour nous. Tout à fait. Mais Amazon aussi, avec son système de X-Ray, s'apparente à ce type d'intelligence. Mhm. Voilà. Eh bien, mes amis, passons maintenant. Appelons Internet. Allons surfer. Internet. Mettez vos Internet. combis, attrapez vos planches. Allons surfer avec Simon, qui va nous parler du web, de comment c'est fait. Dis-nous, Ça Jamie, va être bien. le web. Simon du web. Simon du web. Simon Comment du c'est web fait? arrive. On t'écoute. Ça va être bien. Accrochez-vous parce qu'on est parti pour un beau voyage. Et oui, une fois n'est pas coutume, je vais vous parler d'un domaine qui est également mon gagne-pain. Et c'est donc le développement, encore plus précisément le développement web. Mais il va sans dire que la majorité de ce que je vais vous évoquer est de près ou de loin similaire à ce qu'on trouve dans les autres domaines du développement. Le web dev, comme on dit entre nous, c'est un milieu bouillonnant, rempli d'innovations, passionnant à suivre, et pour lequel une veille de tous les instants est nécessaire pour rester à la page web. Vous l'avez, la page web? Oui, j'espère. Vous allez pour la... Généralement, j'ai la blague à la page.com, mais ça marche aussi. Et on Ça se marche foutait de aussi. on se foutait de ma blague sur la résolution. Vas-y, continue. Vous allez pour la plupart être obligé de me croire sur parole, mais le marché de l'emploi pour le développement web est totalement aberrant en termes de technologie et métiers en présence. Si vous ne vous accrochez pas, vous vous retrouvez immédiatement mis à l'index.html. Oui, bon, j'arrête avec les jeux de mots. Oh là là. Il est en forme ce soir. Allez. C'est le début de l'année. J'ai rendu ma chronique 24 heures à l'avance. J'étais chaud, j'étais prêt. Mais bon, Il J'aime- faut que ça CSS. il faut que ça se Oh Ah, on est bien. Alors moi j'aime vous emmener un peu dans En mes tout cas, univers. attends, tu Ouais, as fait vas-y. 2 blagues et jamais 203, tout comme jamais 404. Oui, Oh là là. Oh Mais arrêtez la surenchère, les gars. Moi, j'attends Emeric, qui est le roi du bon mot et qui va tous nous achever. Non. Nous achever. Non, c'est bon. Ça Vous en avez mouline, assez ça mouline. fait. Ne vous inquiétez pas, ça va sortir tout seul, vous allez pas... on a, de nulle on a part. fait assez de mal à l'humour déjà comme ça, je pense, ce soir. Alors bon, moi j'aime bien vous emmener un peu dans mes univers, et même si l'explication peut sembler complexe et abstraite, ça va bien démontrer d'ailleurs un des objectifs de ma chronique. Restez attentif et attentive car il y a un twist à la fin. Par facilité également,
Et par souci d'inclusivité, je désignerai développeurs et développeuses sous le petit diminutif que nous nous accordons entre nous, les devs. Alors, petite introduction à comment fonctionne une application web et donc un site internet. Je vais rester dans les grandes lignes, ne vous inquiétez pas. À la base, tout se décomposait en 2 métiers. Il y avait les devs back-end, c'est tout ce qui se déroule sur le serveur, qui héberge l'application. C'est là que le site va accéder aux bases de données, décider des données dynamiques à renvoyer. Et il y avait également les devs front-end, tout ce qui se déroule dans le navigateur, l'affichage des informations, leur mise en forme, les couleurs, les interactions, etc. etc. C'est simple, non ? La majorité du web était composée de PHP, HTML, un peu de CSS pour rendre le tout joli et du JavaScript pour rendre cela dynamique, et l'affaire était dans le sac. Tout ça, c'était le web d'il y a plusieurs décennies. Depuis lors, tout a tellement changé. C'est ça qu'on Spoiler appelait ou multimédia. pas. Oh non, le multimédia c'est encore autre chose, il fallait un CD-ROM. Sans Ah CD-ROM, oui, tu n'étais pardon. pas multimédia. Étant donné que ce qui fait les bons et les bonnes devs est leur fainéantise, des tonnes d'outils ont commencé à voir le jour. Les frameworks, comme on les appelle, qui ne sont finalement que des sortes de boîtes à outils, si on schématise, ont commencé à pulluler. Côté back-end, Zen s'est rapidement taillé une part du lion en créant tout un système de certification très complexe. Symfony n'était pas en reste, puis Laravel a emboîté le pas. Sur les offres d'emploi, il fallait commencer à en connaître au moins un, si pas deux. Les CMS sont arrivés également, Content Management System. Vous avez déjà probablement entendu parler de WordPress, mais peut-être aussi de Drupal, de Joomla, de PrestaShop pour les e-commerce. Eux aussi ont créé un besoin de profil dédié. J'en parle en connaissance de cause, vu que je suis moi-même développeur Drupal depuis plusieurs années. Et côté front-end, les librairies n'ont pas été en reste avec jQuery, qui a rapidement remporté la mise et s'est retrouvé implémenté partout. Alors, tout ceci n'était que la première phase. De nouveaux frameworks sont arrivés, et cette fois on commençait à exécuter une partie des fonctions du back-end dans le front-end. Si on regarde l'état du Oh marché... là 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 là. C'est beau, ça va. Si on regarde l'état du marché actuellement, les Angular, React et autres vues se bagarrent pour remporter la mise. Ne pas en maîtriser au moins un place les devs front-end dans une situation compliquée. Et le comble du comble, certains langages initialement prévus pour être exécutés côté navigateur sont à présent exécutés directement sur le serveur pour remplacer le back-end. On pense à toi, Node. Donc vous vous rendez compte à quel point tout ceci est très 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 compliqué. Et en parallèle de tout ça, il y a un autre écosystème qui persiste, c'est Java. Mais par conviction philosophique et une bonne part de mauvaise foi, je refuse de m'exprimer à son égard. Alors je pense que vous pouvez mesurer maintenant l'étendue des options disponibles pour les devs web. Et au moment d'entamer une carrière aujourd'hui, bien sage quel débutant ou débutante va réussir à faire le bon choix. Parce que chaque agence... Comme Leslie. C'est ça. Parce que chaque agence... ou société a son propre choix de système qu'il faut pouvoir maîtriser. Et si vous êtes dev qu'on appelle full stack, c'est-à-dire que vous gérez à la fois le back-end et le front-end, vous devenez la licorne des recruteurs et recruteuses qui vont vous balancer partout à tous des entretiens d'embauche très passionnants. Ah, et si en plus vous avez des compétences en infrastructure serveur pour pouvoir faire du DevOps, comme on dit, il est possible que les chasseurs et chasseuses de tête vous bâtissent un temple. C'est foisonnant et divers, c'est complexe et riche. Enfin, ça c'est l'illusion. Parce qu'analysons un petit peu plus en détail la situation. Zend, Symfony, Laravel, WordPress, Drupal, PrestaShop, tous ces petits noms que je vous ai name-droppés plus tôt, mais en fait, c'est du PHP. Et pour les suivants, je vais vous avouer que j'ai un peu écourté leurs noms lorsque je vous les ai cités à la volée, parce que oui, jQuery, c'est également AngularJS, React.js, Vue.js, Node.js, tout ça, c'est finalement que du JavaScript. Voilà qui est déceptif, non ? En fait, pas vraiment. Parce que chaque framework ou CMS que je vous ai cité rapidement, et ils sont bien plus nombreux que ça évidemment, apporte une particularité, une approche différente et innovante de la façon de construire une application et donc à une certaine légitimité. Et nous voilà donc avec un biotope internet varié et riche. Chaque choix que les devs font en se lançant sur une nouvelle technologie est clé et fondateur de la suite de leur carrière. Et malgré tout, quand on regarde les chiffres, dans les grandes lignes, 80% du web tourne aujourd'hui en PHP, 77% en embarquant jQuery, et WordPress remporte toujours 67% des parts de marché en termes de CMS. Le web est un monde foisonnant, en effet, mais pas tellement
Pardon. Le web est un monde foisonnant en effet, mais tellement massif que son inertie est incroyablement forte. Et maîtriser les bases a de quoi assurer encore des millions d'heures de maintenance aux devs les plus motivés. Enfin, toute cette chronique pour en arriver à la seule bonne nouvelle qui concerne le web dev. En fin d'année 2020, Adobe a enfin tué Flash. Et finalement, est-ce que ce n'est pas tout ce qui compte ? Vive l'action script. C'est tellement triste d'avoir tué Flash. Tellement d'artistes qui se retrouvent au chômage, tellement de jeux sur Internet qui se retrouvent sans joueurs. Oui. Bien que apparemment il y a un projet d'émulation Flash qui se prépare, qui s'appelle R je sais pas quoi, RTurp ou un truc du genre. Non mais faites pas revenir les morts, quoi. Ouais, c'est ça. C'est des émissions. Eh bien, merci pour ce CV audio, Simon. Nous savons désormais que tu maîtrises absolument tous ces langages et tous ces frameworks. Alors, c'est bien parce que j'ai appris un truc au moins. Je pensais que Full Stack, c'était celui qui maîtrisait tous les langages. Et en fait, non. Ah non, ça c'est impossible. Ça c'est impossible, ouais. Il y a des nouveaux tous les jours. Hein. Impossible. Je te pose la Ou alors il est question. prof à la fac d'info. Au final, c'est soit du PHP, soit du JavaScript. Donc, si tu te lances dans l'apprentissage du PHP ou du JavaScript, tu maîtrises la moitié des langages. Enfin, la moitié des frameworks, dirons-nous. Enfin, c'était réducteur déjà. Tu vas pouvoir te retrouver assez rapidement dans les nomenclatures qui sont utilisées, etc. Tu auras des repères et tu n'auras plus qu'à apprendre les spécificités de chacun. Mais oui, si tu maîtrises ces deux-là, tu peux déjà aller assez loin, en fait. Est-ce que tu pourrais nous donner un exemple de ce qui pourrait différer d'un framework à l'autre sur un même langage ? Ouais, ça va être la façon dont tu appelles certaines fonctions, les librairies qui vont être chargées, la façon de construire une page. Non, on va rentrer vraiment dans des très complexes, mais quand tu construis avec un framework une page, par exemple, un site internet, on utilise ce qu'on appelle le modèle vue contrôleur. Et donc là, tu vas commencer à définir tes données, comment tu veux les afficher, comment tu veux les contrôler. Ben, la façon dont tous ces frameworks vont le faire vont être vraiment différentes, même si au final, le langage dans lequel tu tapes à chaque fois, ça reste du PHP, avec la même structure de code et les mêmes spécificités. Ben, elles vont faire appel à des fonctions différentes, quoi. Si tu veux une métaphore construction, tu as des frameworks qui vont te livrer la maison en kit avec juste les parpaings, le mortier, à la limite le mortier pré-mélangé, et puis les fenêtres en kit, et d'autres frameworks qui te livreront les murs préassemblés avec les fenêtres préassemblées juste à clipser dans les murs. Et voilà, ça peut être ça la différence entre deux frameworks. Il y en a qui te laissent une grande liberté d'assemblage, mais du coup tu vas devoir faire plus de travail de réflexion, et d'autres où tu auras plus de facilité, mais ce sera un peu plus contraignant dans l'utilisation. Pour continuer dans l'analogie, ça pourrait être aussi tous les frameworks finalement te font utiliser un tournevis, mais tu vas en avoir un qui va te demander un cruciforme et l'autre qui va te demander un tournevis plat, mais finalement ça reste jamais qu'un tournevis à utiliser à la fin, quoi. Donc tu te retrouves avec des choses quand même où tu vas te ressentir en sécurité, va te demander un petit temps d'adaptation, mais pas non plus énorme. Donc finalement. Et tu as des frameworks qui vont te donner des solutions pour faire rentrer des clous avec des tournevis. Voilà. Bien, merci. J'espère que tout le monde aura compris. Alors, qui maîtrise le sujet et veut s'exprimer sur ces deux vieux langages au final qui dirigent le web? Audrey, toi qui fais un peu de web. Qu'utilises-tu? Audrey du web. Toi qui es dans l'informatique. Le web travaille à Télématin. Est-ce que tu cherches un boulot de DevOps, toi qui veux changer de travail? Non. En fait, j'ai fait un peu de dev pendant mes études il y a 5-6 ans. Mais j'ai l'impression, comme ça fait 5-6 ans on va dire 4 ans que j'ai complètement lâché l'affaire, j'ai l'impression que tout a changé trop vite et que je suis déjà perdue. Alors qu'en 3 vrai, éternités. Hein, ouais. Ah. 4 ans, c'est 3 éternités. Oui, non, t'as dans le raison, monde du hein. web, c'est... Voilà. Où sont passés les C++ et les C#, etc. Ils n'ont jamais été Est-ce sur qu'on fait Internet, encore du hein. développement logiciel? Parce que moi, c'est ça qu'on enseignait quand j'étais en fac d'info. Ouais.
Puis Ah oui, tout, en ouais, info, c'est ça. Ouais. Moi, j'en ai fait aussi. Et j'ai été en DUT info après que tu sois parti de la fac, je pense. Campus 2, J'espère pour toi. on présente. Oui. Oui, pour les auditeurs. On va laisser les Normands. Go en Normandie. Pour les auditeurs, en fait, on a fait tous les deux une partie de nos études, en tout cas à Caen. Du coup, Ouais. Donc moi, on ça s'appelait connaît. encore un Doug. Et où ça C'est donc? dire. On sait quand, mais on ne sait pas où. Ouais. Exactement. Non, mais en tout cas, à la fac, moi j'ai arrêté les études en 2008, 2009. Et on t'apprenait rien de tout ça, quoi. Le PHP, je l'ai appris en stage, quoi. Parce qu'il fallait que je développe une interface web, mais... En études d'info, ils sont à la ramasse. Enfin, en tout cas, en 2013, ils étaient toujours à la ramasse. Ok, d'accord. Parce que, pour donner un exemple à Simon, mais en première année de DUT multimédia, où on faisait du dev web et tout ça, où je faisais du PHP machin, on faisait encore de l'ActionScript. Bah oui. Sauf que c'était déjà plus du tout utilisé. Et donc, après, moi j'ai du mal à comprendre parce que d'un autre côté. Et puis D'ailleurs, je pense Simon- que. Pardon. Vas-y, Audrey. Je pense que qu'enseigner du dev, c'est t'enseignes plus une manière de réfléchir à comment exactement. programmer et tout que des langages de développement. Parce que comme c'est très très mouvant et que malheureusement les programmes sont pas aussi réactifs que le web, ils pourraient pas tout le temps être à la page, à moins d'avoir des profs vraiment très motivés et tout, mais ça me semble être un boulot assez ouf, quoi, de tout le temps remodeler. Pour le système éducatif qu'on a dans le public, en tout cas. Et toi, Simon, comment tu as appris tes langages, du coup, que tu utilises aujourd'hui? Bah justement, je voulais en venir un petit peu à ça. Je me suis retrouvé en quelle année? Donc c'était en 1998, je pense, où j'étais encore en école secondaire, où je faisais de l'informatique industrielle à contrôler des moteurs, des gros moteurs, etc., avec des programmes que je faisais encore sous DOS. Donc vous dire à quel point ça remonte. Mais malgré tout ce que j'ai appris à cette période-là, les langages que j'ai appris un petit peu après en commençant mon graduat, j'ai appris à travailler sur les vieux mainframes, vous savez, les trucs qu'on voit avec les terminaux dans les vieux films. Les AS400. Voilà, les S400, des IBM 370, les gros appareils comme ça. Et finalement, j'ai eu pas mal d'offres d'emploi des années plus tard parce que dans le système bancaire, etc., mais il y a encore beaucoup de vieux mainframes avec des vieux logiciels qui tournent et où on cherche des gens qui l'ont touché un jour, qui ont touché un jour à ces langages de programmation qui maintenant sont complètement dépassés et personne n'a appris à travailler aussi bas niveau parce que justement on a toutes ces boîtes à outils qui sont créées maintenant et qui nous facilitent la tâche. Il faut être clair, tu peux développer des choses beaucoup plus rapidement avec tous ces nouveaux outils qui ont été mis en place. Et voilà, retourner à la base, refaire tes appels directement à la machine et ce genre de choses, faire du COBOL, faire de l'assembleur système, bah, ça reste super rare et donc il y a pas mal de recherches à ce niveau-là. Et même comme j'en parlais un petit peu ici dans la chronique, du coup, c'est clair que quand on voit les offres d'emploi, bah, j'en reçois, je sais pas combien par semaine des offres d'emploi, c'est tout le temps. L'exotisme des propositions, des profils recherchés, la quantité de langages que tu dois connaître, de frameworks, de CMS, est complètement hallucinant. Et tu as de l'autre côté des grosses sociétés qui ont des sites catalogues de vente en ligne qui ont été codés en PHP pur à l'époque parce qu'il n'y avait pas encore tout ça et qui ont besoin de gens qui sont encore capables de coder sans framework, de venir se plonger dans du code qui a été développé probablement à l'époque par des gens qui n'ont pas vraiment un background informatique, qui se sont lancés là comme ça un dimanche après-midi. Oui, mais j'ai envie de faire de la vente en ligne, je trouve que ce serait bien qu'il y ait un site qui fasse ça, qui sont devenus des leaders nationaux ou mondiaux sur leur marché parce qu'il n'y avait personne d'autre avant eux. Et ben, il faut pouvoir maintenir ces choses-là qui ont été codées généralement très très mal parce que par des gens qui n'avaient aucun recul pour le faire. Et j'ai déjà dû intervenir quelques fois sur du code comme ça qui a été fait un peu n'importe comment, entre guillemets, en dehors des sentiers battus. Et ouais, c'est souvent une grosse complexité de réussir à revenir là-dessus, quoi.
Est-ce qu'il y a une pire expérience au monde que de devoir revoir le code de quelqu'un d'autre? Non, Franchement. déjà revoir ton code quand tu reviens après 2 semaines de vacances et tu dis c'est moi qui codais ça avant de partir. Ouais. Alors, revenir sur du vieux code d'il y a 10 ou 15 ans de quelqu'un d'autre, dans un truc qui n'est plus utilisé, c'est une catastrophe. Est-ce que tu tags ton code? Bien sûr, on commente. Tu le On commentes. commente. Comme tout Ah bon bah oui. développeur. Ah là S'il n'y a là. pas 25% du code qui est commenté, c'est pas bien. Kepra, est-ce que tu veux dire Une quelque reco chose? d'audit. Pas du tout. Pas du tout. Ok. Donc je continue sur mes questions, Simon. Alors, parce que- L'interrogatoire de Sous-X ça- peut continuer. Non, non, mais ça. Il y a peut-être un job à la sortie. Non, non, je sais que le dev, c'est pas du tout pour moi, mais c'est quelque chose que je regrette en fait de ne pas avoir la logique pour être bon là-dedans. Donc, plusieurs questions que je t'offre. Du coup, effectivement, moi, je suis en pleine reconversion. J'ai aussi touché un peu du C++ et du C#. Est-ce que on aurait mieux fait de me faire toucher du PHP et du JavaScript au final? Et est-ce que tu penses que le code à l'école, ce qu'on essaye au final d'encourager pour les générations futures, est-ce que tu penses qu'il faut qu'ils se mettent sur donc le C++ et le C# ou sur le PHP et le JavaScript? Et au final, quelle est la vraie différence entre ces deux types entre ces deux types de langage, j'ai envie de dire? Parce qu'on a les logiciels en dur sur nos PC et on voit de plus en plus les SaaS, les software as service, donc qui sont des logiciels qu'on utilise via le web, qui au final sont développés en PHP ou en JavaScript, je suppose, et qui sont faits avec des langages à l'origine pour afficher des pages web, des blogs et ce genre de choses, et qui deviennent des vrais langages de programmation qui permettent de faire des logiciels complexes. Démerde-toi avec tout ça. Bah, c'est compliqué à dire, dans le sens où quel est le bon choix? Ben, ça dépend parce que, voilà, un peu comme j'en parlais dans la chronique, ça dépend quelle offre d'emploi tu vas recevoir demain. Demain, tu peux en recevoir une pour du C++, après-demain, tu peux en recevoir une pour du Drupal, sur le lendemain pour de l'Angular, et ça varie tous les jours. C'est tout le temps des choses différentes parce que, en fonction du projet sur lequel tu vas travailler, l'agence, l'équipe, ce qui a été mis en place, le code qu'ils ont récupéré, l'écosystème va être complètement différent et on va avoir besoin d'un profil différent tous les jours. Donc, il n'y a pas de profil idéal. Il y a des secteurs sur lesquels il y a moins de développeurs. Et là, c'est un choix qui est compliqué parce que tu vas regarder maintenant, je vais entamer les études, quel est le logiciel que je devrais, enfin, quel est le langage que je devrais apprendre maintenant. Tu vas aller regarder sur les sites de recrutement, tu vas regarder quels sont les profils les plus recherchés, mais quand tu sortiras de tes études dans 3 ans, peut-être que ce marché-là sera complètement bouché, que ce sera un autre langage qui sera de nouveau utile. Donc le mieux, c'est d'apprendre plutôt une bonne logique, une bonne approche de la problématique, plutôt que d'apprendre à apprendre. d'apprendre à apprendre, ouais, exactement. Et d'apprendre surtout à faire des choses. J'en avais déjà parlé dans un épisode qu'on avait fait à Paris sous les pods, là, il y a 2 ans. Mais ce qui manque beaucoup dans les jeunes développeurs, moi j'ai un parcours assez particulier, dans le sens où j'ai fait le même métier que toi, en fait, sous X pendant 10 ans. Et à force de faire des sites internet pour mes groupes, ce genre de choses, et pour des amis, je me suis retrouvé à faire développeur comme travail de temps plein. Et il faut que je sorte un petit peu du schéma habituel d'apprentissage à ce niveau-là. J'en ai pas fait du tout pendant 10 ans. Et ça m'a apporté une autre façon d'aborder les problèmes. Et je trouve que c'est vraiment quelque chose qui manque à beaucoup de développeurs maintenant qui débarquent sur le marché du travail. Ils vont se jeter sur une description d'un ticket qui leur a été créé et ils vont essayer de faire ce qui leur a été demandé. Sans essayer de comprendre pourquoi. Et c'est toujours cette même question. Là, quand on entame un nouveau projet, la première question que je vais poser, ou que des développeurs plus chevronnés vont poser, c'est toujours: mais pourquoi? Pourquoi est-ce qu'on fait ça? Pourquoi est-ce que vous voulez faire ça? Non, ne m'explique pas ce que tu aimerais bien que je fasse. C'est quoi ton problème? C'est quoi la problématique que vous essayez de résoudre? Parce que si les gens savaient comment résoudre le problème, ils le feraient eux-mêmes. Donc si ils viennent avec une problématique, ils veulent la résoudre et ils imaginent une solution qui n'est pas forcément la plus adaptée.
Et c'est vraiment quelque chose que les gens ont du mal à faire. Ils se jettent dans du code, ils se jettent dans le projet. Et puis quand ils arrivent à la fin, ils se rendent compte que ça ne marche pas. Et puis quand on commence à faire des tests, il y a plein de cas qui n'avaient pas été anticipés par le business parce que on a apporté vraiment la solution qu'eux avaient demandé sans qu'ils aient vraiment apporté toutes les petites contraintes et spécificités qui allaient en découler. Et c'est vraiment le truc, quoi. C'est toujours demander, mais qu'est-ce que vous voulez faire? Et non, ne me dis pas ce que tu veux que je fasse, tu ne le sais pas. Si tu le savais, tu le ferais toi-même. On me paye parce que je sais je sais ce que je dois faire. Toi, tu sais quel est ton problème. Ton métier, c'est de savoir quel est le problème que les clients rencontrent. Bah, tu m'expliques les problèmes que les clients rencontrent, et moi, je vais te proposer une solution pour résoudre ça. Et c'est vraiment réussir à établir cette collaboration avec les business analysts, ce genre de choses qui est souvent quelque chose qui manque chez les jeunes développeurs parce on t'a pas appris à faire ça. On t'a pas appris à faire ça quand tu étais à l'école. On t'a jeté avec inventer votre projet. Tu te retrouves avec ton projet de fin d'études et c'est toi qui as décidé de quelle allait être ta problématique, quels allaient être tes besoins. Donc, bah, tu n'es pas habitué à répondre à des problématiques réelles de marché, de clients. Tu réponds à ton propre besoin, il n'y a rien de plus simple que de faire ça. On va te demander un exercice qui est vraiment très dirigé, avec on veut que tu fasses ça, on veut que tu fasses ça, que tu utilises ceci, que tu utilises cela, et de vérifier si techniquement tu es capable de le faire. Et Et puis ça, tu vas le faire en une demi-journée. Hein. voilà, et c'est vraiment... Oui, et puis c'est aussi parce que c'est des choses faciles à corriger et tout ça. Voilà, Parce voilà. que l'enseignant, il veut que ce soit possible pour lui, plus pratique à corriger que de lâcher un truc random en disant faites ça, je m'en fous de la manière dont vous le faites, mais il faut qu'à la fin ça donne ce résultat. Ça t'aura jamais ça Non. en études classiques. Mhm. En tout cas, moi, j'avais jamais ça. Ah, moi, ça remonte Et évidemment. t'es tout passé ça. du côté des vieux cons, Audrey. Ouais. Ah merde. Non, j'ai pas encore sorti de C'était mieux avant. Moi, j'ai quitté forcément l'école il y a 20 ans, donc c'est un peu compliqué pour moi de savoir ce qui s'est passé entre-temps dans le système éducatif, encore plus en Belgique comparé à vous en France. Mais je sais qu'on n'apprenait pas ça, et quand je vois les gens qui débarquent là au boulot, ben, je sais qu'ils n'ont pas appris ça non plus. Et... Oui, le côté poser un cahier des charges et discuter d'un cahier des Mhm. charges, etc. Un petit peu, enfin... Et est-ce C'est que vrai. cette abondance de framework qui, si je comprends bien, en fait, est une réponse apportée à des problèmes qui se sont posés? C'est-à-dire, bah, à peu près tout le monde veut la même chose pour ce truc. Bah, je vais faire un outil qui me permettra de répondre à la demande plus facilement et qui me fera les tâches répétitives. Ouais, la plupart du temps, c'est ça. Hein. C'est Ouais. des gens qui ont formalisé leur solution maison aux problématiques qu'ils ont rencontrées pour coder un site. Bon, si on parle de framework Ouais. pour faire du web. C'est un peu la Micaline de l'IT, tu vois. C'est la franchise pour Voilà, c'est ça. répondre à un besoin. Mais tu vois, t'as fait un truc qui va répondre un petit peu à tous tes besoins. Tu sais, tous les CMS, c'est un petit peu ça. Hein. C'est des sociétés qui, à force de vendre tes sites, ils se sont dit, oui, mais ça me saoule de recoder le même truc à chaque fois. Ben, je vais me faire un petit système. Et finalement, ils l'ont passé à un pote en disant, mais regarde, nous, ce qu'on utilise dans ma boîte, si vous voulez, vous pouvez l'utiliser aussi. Puis les autres sont venus en disant, oui, mais moi, je trouve que ce truc-là, c'est pas très pratique. Et ils ont commencé à prévoir les cas qui sortaient un peu de leur cas d'école à eux. Puis ça s'est étendu. Puis finalement, on a rajouté des briques et des briques et des briques. Et on se retrouve avec des outils qui deviennent de plus en plus complexes. Et c'est devenu Et WordPress. c'est devenu WordPress, qui est devenu, bah voilà, comme je disais, l'outil il est utilisé à 67% de part de marché là pour le moment sur les CMS, quoi. Oui, mais enfin, le truc il est tellement puissant, entre guillemets, puisque son Permissif. étendue de fonctionnalités est tellement grande que tu peux l'utiliser pour faire un site de photos, Ouais. faire un site un e-shop. Tu peux en faire un blog, tu peux en faire vraiment, mais j'ai du mal à voir des cas que tu ne peux pas faire avec WordPress aujourd'hui. Bah, c'était un moteur de blog, hein, quand même, WordPress à la base. Et finalement, Ouais. on a permis la création de modules. Et puis, à force de voir certains modules qui étaient vraiment cool, bah, l'équipe qui a fait WordPress s'est dit, bon, on va l'intégrer dans le cours, on va leur proposer. Et hop, ils ont intégré des modules. Et finalement, tu te retrouves avec de plus en plus de possibilités. Mais c'est parti d'un tout petit moteur de blog de rien du tout, entre guillemets, qui faisait très bien son boulot et qui maintenant peut vraiment tout faire. Ok. Eh bien, est-ce que quelqu'un a quelque chose à rajouter? Pour répondre à ta question sur les langages pour commencer, il n'y a pas de bon langage, comme disait mon prof d'algorithmique. Mhm. En gros, pour apprendre à coder, il y a juste des fondamentaux à connaître, et le bon langage, ben, c'est celui qui te permet de découvrir ces fondamentaux. Donc en gros, un peu tous les langages
Après, ça dépend si tu pars vraiment des bases, il faut prendre plutôt des langages de programmation assez anciens pour démarrer. Et pour découvrir tout ce qui est plus moderne, de toute façon, tu te retrouveras avec un langage de programmation plus récent pour faire les choses que tu veux faire, quoi. Et si tu veux Mais apprendre, commencer avec de l'ancien, c'est bien pour connaître les contraintes de base et prendre de bonnes habitudes. et pour Il commencer, y a ancien et ancien. hein. ça peut paraître un peu enfantin, mais il y a un logiciel qui est prévu pour les enfants, justement, qui s'appelle Scratch. Très Et bien, qui Scratch. permet de construire de la logique, en fait. Tu vas assembler des espèces de pièces de puzzle où tu vas pouvoir dire à ton logiciel que tu construis, ben voilà, à ce moment-là, je veux que tu attendes qu'on appuie sur une touche ou qu'on clique quelque part. Quand on fera ça, ben tu vas faire telle action, tu vas la faire autant de fois, ou jusqu'à ce que telle chose arrive, jusqu'à ce qu'on appuie sur telle touche, ben tu vas continuer à faire déplacer un objet vers la droite ou continuer à faire augmenter un compteur. Et ça va vraiment permettre de comprendre toute la logique, quelle est la mécanique, tous les systèmes, de code de base qui font avancer un logiciel, un algorithme. à ce Et là, on niveau-là. frôle une future chronique de Simon sur le no-code. Ce que faisait très bien Flash au final. Mm. Allez, merci tout le monde pour ces chroniques. Le tag et le web 2,5. 1.0, hein. On est toujours au 1.0. Ouais, du coup. 1.0, d'accord. Nous verrons si ça finit par évoluer vers un seul pour les gouverner tous. On verra ça un petit peu plus tard. En attendant, Julien, est-ce que tu veux nous faire un point TikTok ou est-ce que tu veux passer directement au point promo? Dis-nous tout. Attendez, je news. Je peux faire un point TikTok qui va aller très vite. C'est que Trump ayant perdu, je crois qu'on avait déjà commencé à le dire la Oui. dernière fois, mais c'est totalement passé à l'as, hein, cette histoire de vente, de rendre la propriété des données des Américains aux Américains. Voilà. Est-ce que ça veut dire que Huawei va pouvoir réutiliser Google? Alors, je pense par contre pour Huawei, ça sent plus la merde parce que là, j'ai vu avec le Brexit qui est rentré en vigueur au 1er janvier. Il y a au UK, ils sont interdits maintenant Huawei de postuler pour tout ce qui est infrastructure des antennes. Je pense que Huawei est bien plus dans la merde que c'est Tencent, hein, Oui. TikTok. ByteDance. Donc, le point TikTok, il n'y a pas grand-chose. Le point label. Alors, l'école des facs est un podcast du label Podcut que vous pouvez retrouver sur podcut.studio avec ses 24 autres copains qui parlent d'autre chose. D'ailleurs, on est les seuls là à parler de tech. Donc, écoutez-nous quand même, puis après, allez écouter les autres. Si vous voulez nous suivre sur les réseaux sociaux, nous avons un Facebook, facebook.com/école des facs. Nous avons un Twitter, twitter.com/école des facs. Et nous avons un Instagram, instagram.com/école des facs. Oui, tout à fait. Nous avons aussi un Patreon du label Podcut qui s'appelle patreon.com/podcut. Si vous voulez nous soutenir pour qu'on puisse acheter des musiques de fond qui feront danser Simon, ou si vous voulez qu'on achète une caméra pour qu'on puisse enfin voir la tête d'Emeric, n'hésitez pas à donner 1 ou 2 euros sur ce Patreon. Vous recevrez un billet exclusif hebdomadaire d'un des podcasts, plus des trucs cool. Très bien. Merci beaucoup. J'ai rien oublié. Est-ce que Grumny veut nous faire le mot de la fin pour conclure? Eh bien voilà, je pense que tout est dit. Madame, messieurs, je vous remercie pour ce très beau début d'année. On se retrouve rapidement. J'espère qu'il y aura un peu de neige sur la France. Je ne sais pas comment ça se passe en Suisse et en Belgique, mais chez nous, C'est pour le calme, moment, c'est mal calme. barré. Liège. Ah bah oui, il y a de la neige, il fait -1, me dit mon horloge. Voilà, donc on vous retrouve très très vite pour l'épisode de février. En attendant, n'hésitez On pas ira à surfer sur la 3e vague. n'hésitez pas à nous taguer sur les réseaux sociaux. On vous embrasse bien fort et on vous dit à la prochaine. Ciao, ciao. À la Ciao. prochaine. Ciao, bonne année.
Hop. Et c'est parti. Oh oui. Est-ce Ah que- oui, ça bouge, ça bouge. On m'a pas fourni de son, hein. 1, 2, Cette fois-ci. Ali, allô. Est-ce que ce ne serait pas une bonne chose qu'il n'y ait pas de son qui ait été fourni? Est-ce qu'on t'a fourni Moi, du j'aime code bien, moi. Mais je peux lancer le générique pour vous mettre dans l'ambiance. On n'a juste pas décidé qu'est-ce qui présentait. C'est Si, c'est Suzy. c'est moi malgré ma rhinopharyngite, donc je pense que Ok. je vais tout donner. Ah, tu fais partie de ces gens qui rebaptisent le rhume. Tout à fait. Est-ce que je dois lancer le général chez moi ou quelqu'un le prend? Je le prends moi. Ok. Et ben c'est parti. Oh, dit comme ça, c'est violent. Elle aura le droit On dirait d'enchaîner. qu'elle garde la pression comme ça, elle n'ose pas ouvrir la bouche de peur que ça parte. Je me retiens que Kepra revienne. Ah non, mais vous me faites. Mais vos bibliothèques, elles sont triées comment? sont pas triées dans vos appartements, vos Ma bibliothèque Oui. Eh ben. Posez-la. Vu que j'ai, on va dire, Ah. quasi la collection complète de tout ce qui est de Robin Hobb, ben, j'ai 3 étages dédiés à Robin, 3 étagères dédiées à Robin Hobb. Et après, tout le reste, c'est par série vaguement comme ça, quoi. Il n'y a pas d'ordre alphabétique ou quoi que ce Moi, soit. c'est par taille de livre. Voilà, aussi. Mais je conseille de faire par couleur. C'est bien par couleur. Tu fais un petit En vrai, arc-en-ciel avec tes j'ai livres. envie de faire par couleur. Parce que j'ai plein de livres avec. Comme j'ai plein de beaux livres avec des tranches assez épaisses de couleurs, j'ai trop envie de faire par couleur et de faire un arc-en-ciel de livres. Bah voilà. Mais je le ferai pas. Comme elle est revenue près de la caméra pour dire Non. Hors de question. bah c'est un classement comme un autre. Oui, non, mais bien sûr. Non, mais je disais ça plus pour la blague que. Ah, c'est vrai que par contre, je mets des couleurs sur mes mails. J'utilise les règles. Bah, du coup, tu vas pouvoir continuer là-dessus vu que Kepra a l'air d'être revenu. I am back. Ouais, Et juste après, avant de j'enchaînerai. juste avant de passer à la... C'est pas Tencent, la maison mère. C'est ByteDance, ouais. Je sais pas, c'est toi l'expert en TikTok. Hein. Je me rappelle même plus. Si t'as raison, c'est ByteDance. Ouais. Et voilà. Donc